terminer, je vais vous parler rapidement de l'absorption des vitamines et de certains sels minéraux. On commence par l'absorption des vitamines. Alors vous avez les vitamines liposolubles comme la vitamine A, D, E et K sont absorbées avec les autres lipides dans l'intestin proximal, c'est-à-dire dans la partie jugénome. Les vitamines hydrosolubles comme la vitamine B1, B6, B2, C, l'acide folique et l'acide nicotinique sont absorbés grâce à un transport facilité ou un transport dépendant du sodium dans l'intestin proximal. L'absorption de la vitamine B12 est beaucoup plus complexe. En effet, dans l'estomac, la vitamine B12 est liée spécifiquement à une protéine qu'on appelle la protéine R. Les cellules pariétales gastriques sécrètent une autre protéine de liaison qu'on avait appelée le facteur intrinsèque. L'affinité du facteur intrinsèque pour la vitamine B12 est moindre que celle de la protéine R. Dans l'intestin, les protéases pancréatiques clivent la liaison de la vitamine B12 avec la protéine R et lui permettent de se lier au facteur intrinsèque. Pour que la vitamine B12 soit absorbée, le complexe vitamine B12 facteur intrinsèque doit se fixer sur un récepteur de l'entérocyte de l'ilium. En ce qui concerne l'absorption du calcium, elle se fait essentiellement dans le duodénum par voie transcellulaire. La traversée de la bordure en brosse se fait par transport facilité selon un gradient de concentration dépendant de la concentration cytosolique en protéines de liaison du calcium à l'intérieur de l'entérocyte et aussi à l'extrusion active du calcium au pôle basal de l'entérocyte par une pompe calcium ATPase dépendante et un échangeur sodium-calcium. Pour ce qui est de l'absorption du fer, l'intestin est la seule porte d'entrée et le principal organe d'excrétion du fer hors de l'organisme. L'organisme humain contient environ 4 à 5 grammes de fer, dont plus de la moitié dans l'hémoglobine. Les besoins quotidiens en fer sont environ 1 mg par jour. L'absorption du fer alimentaire n'étant que de 3 à 15% de l'apport journalier nécessaire, qui doit être 10 à 15 mg pour l'homme et de 18 mg pour la femme. Dans l'alimentation, le fer se trouve sous forme de fer ferrique, c'est-à-dire F3+, qui est peu soluble et donc non absorbé, et aussi de fer ferreux, Fe2+, plus soluble et donc mieux absorbé, et enfin de fer lié à l'hème de l'hémoglobine et à la myoglobine, dont l'absorption est beaucoup plus efficace. La viande et le poisson sont donc les meilleures sources de fer. Et la biodisponibilité de fer et son absorption sont augmentées par l'acidité, la présence de vitamine C qui réduit le fer
3+, en fer de plus. Il est aussi facilité par la présence d'acides aminés et de petits acides organiques. L'absorption du fer se fait surtout au niveau du duodénum par deux mécanismes différents selon qu'il soit libre ou lié à l'M. L'absorption de fer se fait surtout au niveau du duodénum par deux mécanismes différents selon qu'il soit ou non lié à l'M. L'absorption du fer et non liée à l'M se fait au pôle apical de l'entérocyte par liaison à des récepteurs spécifiques. Le fer dans le cytosol se lie à la ferritine, qui est la protéine de stockage intracellulaire. Cette liaison stimule l'expression de récepteurs de la transférine sur la membrane basale. Ces récepteurs favorisent la sortie du fer qui se fixe sur l'apotransférine sérique pour donner une molécule de transférine saturée en fer. Le fer lié à l'M traverse la bordure en brosse soit directement du fait de la forte liposolubilité de la molécule, soit grâce à l'action de l'M oxygénase se fixant sur la ferritine. En fonction des besoins de l'organisme, le fer est ainsi soit délivré dans la circulation sanguine par fixation à la transférine, soit éliminé dans la lumière intestinale. Nous terminons par le transfert intestinal de l'eau et de certains électrolytes. L'intestin est le siège de très importants transferts d'eau et d'ions. Si le flux entrant, c'est-à-dire de la lumière intestinale vers la cellule, et le flux sortant, c'est-à-dire du milieu intérieur vers la lumière intestinale, est important, le flux net est habituellement faible. L'absorption et la sécrétion intestinale servent à maintenir stable la composition des liquides du milieu intérieur. Dans le duodénum, l'arrivée du chyme est responsable du passage de l'eau dans la lumière intestinale. Dans le jejunum et l'iléon, la réabsorption active du sodium et du nutriments crée un gradient osmotique favorable à la réabsorption de l'eau. Pour ce qui est du sodium, le sodium entre dans l'entérocyte de trois façons. Pour 30%, il rentre par un système de cotransport sodium-glucose, ou sodium acide aminé et sodium peptide, comme nous l'avons déjà vu auparavant lors de l'absorption du glucose, des protéines et des glucides. Pour 30%, le transport va se faire par un cotransport sodium-chlore, par un système ou une pompe sodium-chlore. Et le troisième mode, c'est grâce à ce qu'on appelle l'antipore sodium-hydrogène. Le chlore suit globalement les mouvements du sodium. L'absorption est passive dans l'intestin proximal et active dans l'intestin distal grâce à l'échangeur chlore-ion bicarbonate couplé à l'échangeur sodium-hydrogène ou indépendante du sodium. Le chlore peut être sécrété activement dans la lumière intestinale par un canal spécifique du chlore localisé dans la membrane apicale, comme nous l'avons vu auparavant lorsqu'on a parlé de la sécrétion d'HCl. L'ouverture de ces canaux chlorés est dépendante de l'augmentation de la concentration intracellulaire de l'AMP cyclique. Elle est même déterminée par l'activation des protéines G membranaires.
En ce qui concerne l'absorption du potassium, elle est essentiellement passive dans l'intestin grêle, dans le côlon et le rectum. Il existe une pompe potassium hydrogénatépase qui va absorber le potassium de façon active. Et il existe également une sécrétion active de potassium au niveau du côlon. Pour ce qui est des bicarbonates, l'absorption des bicarbonates est basée sur l'économie des échanges bicarbonatés et favorise donc le recyclage des bicarbonates sécrétés dans la bile et du suc pancréatique. Dans l'intestin proximal, les ions bicarbonates se neutralisent avec les ions H+ gastriques, produisant du CO2 qui diffuse très facilement dans l'épithélium intestinal. Dans l'intestin distal, les ions bicarbonates sont absorbés ou sécrétés de façon active par des pompes chlore-bicarbonate qui sont couplées à l'antipore sodium, hydrogène ou indépendamment du sodium. Enfin, l'eau est absorbée à travers l'épithélium intestinal de façon passive et suit les mouvements des ions et des nutriments afin de maintenir l'équilibre osmotique. L'intestin absorbe donc aux alentours de 9 litres par jour et la réabsorption par le côlon est de 0,9 litres par jour pour maintenir un débit fécal de 100 ml.